refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur la plupart des sites de partage de vidéos, sur Clubic, sur electronlibre.info, sur le magnifique CD-ROM du magazine iCreate, sur l'application iPhone On refait le Mac, sur l'application Android On refait le Mac et désormais sur l'application iPad. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, on va parler des secrets de Siri. Tout de suite, c'est le sommaire. Au sommaire d'On refait le Mac, cette semaine, Siri. Quel futur? Quels usages pour l'assistant vocal d'Apple? Gadget ou révolution? Va-t-il débarquer sur tous les modèles d'iPhone? Mieux sur d'autres appareils griffés d'une pomme? Débat en compagnie de Romain Goyer, cofondateur d'Applidium. Sa société de développement d'applications pour mobile a en effet décrypté le fonctionnement de la technologie de reconnaissance vocale d'Apple. On refait le Mac, épisode 81, les secrets de Siri. Avec cette semaine autour de cette mosaïque numérique, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, qui pour une fois fait ça au bureau, voilà. Oui, on fait ça en fin d'après-midi pour une fois, donc on est un petit peu moins cerné que d'habitude, c'est pour ça. Espérons que nous soyons plus brillants que d'habitude, mais je n'en doute pas une seconde. Autre invité que vous avez découvert la semaine dernière, c'est Fanny Bouton de fanny'sparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, on va essayer de te laisser parler un peu plus, que la semaine dernière, les Ostrogoths, ils ont beaucoup monopolisé la parole. Hein. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je vais essayer d'avoir des choses intéressantes à dire aussi. Oui. Autre personnage récurrent dont refait le Mac, Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, c'est mercredi, donc c'est iPod en guise de montre. Il a craqué, tout le monde se foutait de ma gueule quand j'ai acheté celui-là, mais il a craqué. Mais ils ont raison de se moquer, excusez-moi de vous dire que vous avez une montre qu'il faut recharger tous les 2 jours, on est quand même dans le sommet. Menteur, moi ça tient une semaine, mais je m'en sers 1 jour par semaine. Donc en moyenne. Et comme vous pouvez le voir, l'enregistrement de 18h30 démarre à 19h01. 19h, ouais, c'est une bonne moyenne pour nous. D'habitude, c'est Rodrigo qui nous signale ça, mais Rodrigo n'est pas avec nous cette semaine. Il était à Bruxelles, il préfère les moules et les frites, mais bon, c'est son choix. Coquinou. Aucun rapport. Oui. Et dernier invité, un invité un peu spécial ce soir, c'est Romain Goyer, qui est cofondateur et directeur technique d'Applidium. Bonjour Romain. Bonjour Olivier. Alors Romain, on t'a demandé de venir avec nous ce soir puisque, comme on l'a dit dans le sommaire, tu as déchiffré, tu as décrypté le fonctionnement, vous avez décrypté le fonctionnement de Siri. Donc tu apporteras un petit peu ton regard d'expert sur ce que cachent et les secrets de Siri. Messieurs, dames, ça fait à peu près plus d'1 mois et demi que l'iPhone 4S a atterri pour certains d'entre vous dans votre poche. Que pensez-vous de Siri un premier point? Est-ce que vraiment vous l'utilisez? Est-ce que c'est un gadget ou vraiment une révolution? On va commencer par Fanny. Ouais, alors moi j'ai fait beaucoup d'essais, mais alors je ne sais pas, il ne doit pas m'aimer, il me répond à côté de la plaque à chaque fois, ou alors il me dit qu'il ne me trouve pas là où je suis. Donc quand je fais comme dans la pub, les questions toutes simples, je lui demande si je dois prendre un parapluie, il me dit mais je ne sais pas où tu es, et je lui dis à Paris, et il me dit oui, mais où, par exemple? Donc voilà, c'est très dur. Mais je sais pourquoi, moi, parce que si tu regardes la pub Fanny, il faut avoir une famille parfaite, avec des enfants qui sont blonds et coiffés avec une raie comme ça. Donc c'est pour ça que ça marche pas. J'ai essayé le je t'aime, le fameux je t'aime à mon iPhone, et il m'a répondu c'est un peu court comme délai pour ça. Ah, c'est mignon. Tu dis je t'aime à Tim Cook, toi. Ça va pas. Hein. Monsieur X, on sait que la version française est assez limitée. La version anglaise est, semble-t-il, un peu plus convaincante, même si encore, mais ça reste une version bêta, Monsieur X. Oui, alors moi je l'utilise en version française maintenant au quotidien, toujours dans le même endroit, c'est-à-dire ma voiture. Parce que c'est supposé me permettre de ne pas regarder mon téléphone et d'être concentré sur la route, et je l'utilise de manière couplée avec mon TomTom. Donc mon iPhone est en plus connecté en Bluetooth au TomTom, et donc j'utilise Siri à travers
le TomTom, donc c'est pas mal sur le papier. En finale, vu le bruit ambiant, vu le fait des fois que j'oublie d'éteindre la radio, c'est pas d'une efficacité extrême. Alors évidemment, ça me permet de pas utiliser mes mains, mais globalement, c'est plus long de téléphoner comme ça que de téléphoner en cherchant un de ses contacts. Donc moi, j'attends vraiment que ça s'améliore, et puis j'attends surtout qu'on puisse commander l'iPhone, lancer des applications, lancer des fonctions récurrentes du téléphone, parce que là, hormis d'envoyer un SMS court et appeler un contact, il faut être encore patient. En français, c'est encore gadget, après un mois d'utilisation. Romain, ce qui manque aujourd'hui à la version française, c'est par rapport à la version américaine, c'est la gestion des cartes, des itinéraires ou encore la recherche locale. C'est bien ça qui marche assez bien sur la version anglaise. Mais oui, c'est vrai. Sur la version anglaise, par exemple, il y a Wolfram Alpha qui est intégré, qui apporte des résultats assez incroyables, des statistiques. Wolfram Alpha, c'est une base de données. Alors Wolfram Alpha, en fait, on va dire, moi j'appelle ça un moteur d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme exact. C'est un produit assez surprenant qui a été fait par la société Wolfram, si je ne me trompe pas, qui est en fait derrière le logiciel, on va dire très pro, qui s'appelle Mathematica, qui est un logiciel de calcul formel qui fait plein de trucs pour les chercheurs et pour les matheux au sens large. Et en fait, ils ont mis à profit leur expérience dans ce domaine-là ils ont enrichi leur moteur de mathématiques avec tout un tas de bases de données sur les pays, ils prennent des données de Wikipédia de plein d'endroits qu'ils agrègent. Et donc, dans la version US, on peut, entre guillemets, taper dans le moteur de Wolfram Alpha. Dans la version française, ça n'a pas été encore câblé. Alors, effectivement, je pense que c'est l'endroit où on fait des démos avec le plus grand effet waouh, on va dire que quand je dis à mon iPhone, c'est quoi la population du Guatemala, machin, et il sort des trucs complètement ahurissants. Effectivement, dans la version française, ça y est pas. Peut-être qu'on peut espérer que ça y soit pas encore. C'est un petit peu dommage, effectivement. C'est un long chantier, concrètement, Romain, pour que ça arrive, pour que la connexion se fasse? Très sincèrement, j'en ai aucune idée. Moi, ce que je remarque, c'est que Wolfram Alpha, si je me trompe pas, ne marche qu'en anglais. Donc c'est peut-être tout simplement là qu'est la limitation. Je pense qu'effectivement, si c'est peut-être pas du tout du fait d'Apple, en fin de compte. Donc c'est peut-être un long chantier, il faudrait demander aux gens de Wolfram, en fin de compte. Enfin, moi, une chose qui me semble urgente à installer sur Siri, c'est qu'elle ait une voix de fille, comme aux États-Unis, et pas une voix de garçon. Je trouve ça insupportable. C'est un choix tout à fait personnel. En clair, Monsieur X, c'est encore une version bêta, et la version française, elle est plus qu'une bêta. Elle est loin vraiment d'être terminée. Elle est loin d'être mature. C'est pas vraiment dans la culture d'Apple, comme ça, d'implémenter une fonctionnalité qui soit si peu avancée, alors que d'habitude, on attend vraiment que le produit soit finalisé. Est-ce que c'est pas un risque de décontenancer les utilisateurs? On le voit, les peu d'utilisateurs d'iPhone 4S, du moins en France, l'utilisent au quotidien. Alors oui et non, tu as raison. Il n'y a pas un risque de la banaliser et de dire ça marche pas, donc je l'utiliserai plus à l'avenir. Alors, une fois de plus, oui et non, réponse de Normand. Apple n'a pas l'habitude de sortir des produits qui ne sont pas finis, ça c'est vrai, c'est la règle absolue. Mais on sait aussi qu'Apple n'a pas la capacité toujours à lancer une même fonctionnalité dans tous les pays du monde en même temps. On peut prendre iTunes Match. Il y a quelques années, Monsieur X, il ne l'aurait pas sorti en France. Ils auraient attendu que ça soit... Voilà, que ça fonctionne de A à Z. Alors une fois de plus, oui et non. Quand il s'agit de services, je reprends je suis désolé Olivier, le parallèle avec iTunes, mais il y a un moment, ils se disent il faut y aller. Et même si on le lance de manière limitée, on va le lancer quand même. Alors c'est peut-être d'autant plus vrai avec Siri que c'est le différenciateur de l'iPhone 4S. Donc si tu mets pas Siri, t'es un peu embêté. Surtout que les publicités ont été tournées et elles ne parlent que de Siri. 2, et ça je suis pas sûr, mais c'est peut-être un élément. C'est qu'on sait que Siri est un service en ligne. Donc quelque part, Apple doit être capable d'analyser toutes les commandes qu'on passe à Siri aujourd'hui, Fanny et moi par exemple, et qui ne marchent pas, et se faire une base de données, peut-être, de toutes les envies qu'ont les gens dans l'utilisation de Siri, et pouvoir y répondre ensuite. Donc c'est peut-être aussi pour des questions d'apprentissage, pour se faire une base de cas d'usage qui va leur permettre de se focaliser sur ce qu'il faut que Siri fasse dans la prochaine révision majeure du truc, dont les premières rumeurs disent qu'elle arriverait avec iOS 5.1 quelque part au premier trimestre.
Cédric, avant de rentrer dans les détails vraiment des secrets et des arcanes de Siri, la reconnaissance vocale, hein, c'est un vieux rêve mouillé de geek. Jusqu'à maintenant, on pourrait vraiment dire que ça a fonctionné. On a souvent été déçus durant toutes ces années où on a commencé à l'informatique. Souviens-toi, Cédric. Alors, et on s'aperçoit qu'on arrive véritablement à maturité aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait que ces technologies aujourd'hui, et pas seulement chez Apple, arrivent à maturité, Cédric? Regarde ce qui s'est passé, en 10 ans, juste sur les technologies de reconnaissance vocale. Avant, on reconnaissait des mots, maintenant, on reconnaît des phrases. Moi, j'ai fait un sujet l'année dernière sur la reconnaissance vocale. C'est absolument remarquable. Le fait qu'avant, on faisait ça par rapport à des dictionnaires, maintenant, c'est de l'analyse purement statistique pour la traduction et tout. Non, c'est vraiment remarquable. Mais au bout d'un moment, on se dit, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. On se dit, est-ce que ce que la technologie va arriver à délivrer sera à l'échelle du rêve, en fait, de la projection qu'on s'en faisait. Et puis 2, est-ce qu'on n'aboutit pas à des produits qui sont, comme diraient les Américains, des solutions en attente d'un problème, c'est-à-dire des choses qui sont formidables technologiquement, mais que les gens vont finalement pas vraiment utiliser. C'est encore la question qu'on peut se poser. Non, FaceTime, il y a d'autres problèmes. Non, FaceTime, c'est une super techno, mais personne n'utilise. Si. Wow. Si. Moi, je vois. Ma mère m'appelle en plein dîner à table quand je regarde la télé sur mon iPad avec mes fils. Et comme ça, nous avoir tous les trois. Les gens l'utiliseraient plus encore s'il était cross-platform, si on pouvait l'utiliser sur autre chose que des machines Apple. Tu sais ce qu'était la promesse originale de... Mais enfin, ça va, est reconnue, on l'a déjà dit 14 fois dans ce podcast. Mais voilà, non. Quand les technos sont bien et que ça répond à un véritable besoin, il y a de l'usage. Dans le cas de Siri, on n'a pas l'impression, pour l'instant, qu'on est au bout de la promesse. Quand on sera au bout de la promesse, quand on dira, ça y est, voilà, tout y est, les dictionnaires derrière, toutes les infos que Siri sait vous renvoyer, quand tout sera là, on dira, bon, allez, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup? Aujourd'hui, je pense que c'est encore un tout petit peu tôt. Il y a une chose, moi, qui m'étonne, c'est le système de reconnaissance vocale, le système de synthèse vocale. Il y a pas mal de choses qui ont circulé sur Internet, Fanny, quant à l'origine du moteur de Siri pour la synthèse vocale. Et ce ne serait pas forcément une synthèse maison, je crois. Siri a été racheté donc par Apple, et lors des premières présentations, avant que ce soit présenté par Apple, on voyait clairement le logo Nuance apparaître. Donc, a priori, il y aurait toujours nuance derrière cette reconnaissance vocale. Ouais, c'est le système qu'on connaît bien maintenant sur macOS 10 notamment, qui permet de dictée vocale. Donc en gros, ils auraient racheté le module, la brique, à nuance pour l'intégrer à Siri aujourd'hui. Enfin, on continue à l'utiliser en clair. A priori, pour l'instant, ça ne se dit pas officiellement. Ce qu'on a pu constater, en tout cas, c'est que Nuance, qui l'année dernière était quand même une société avec un déficit, cette année se retrouve avec un superbe bénéfice et une croissance de 17,9%. C'est pas anodin. Ils ont fait cette année 38 millions de bénéfices. C'est un chiffre d'affaires de 1,3 milliard. Et a priori, certains disent que c'est entre autres grâce à l'arrivée de Siri sur le marché et du fait que la reconnaissance vocale commencerait à être intégrée dans beaucoup d'autres produits. C'est-à-dire qu'Apple a lancé, comme je disais en préambule tout à l'heure, une nouvelle mode, tu penses, avec la reconnaissance vocale, et donc ça adopte toutes les valeurs technologiques liées à la reconnaissance vocale, en gros. C'est bien ça. En clair, si vous voulez investir, achetez des actions Nuance, quoi. A priori, on va le voir arriver dans d'autres produits. Moi, je sais de sources sûres que, par exemple, c'est d'ailleurs déjà en ligne, on voit déjà des vidéos, mais Nao, le robot d'Aldebaran Robotics, intègre par exemple dans sa prochaine tête avec un processeur Atom, ils ont intégré Nuance et justement la reconnaissance vocale de Nuance aussi pour faire fonctionner leur robot, pour pallier un peu à l'intelligence artificielle d'ailleurs, qui est un peu compliqué aussi à mettre en place. Donc on le voit, chers amis, qu'aujourd'hui la reconnaissance vocale, la synthèse vocale en général, est vraiment entre guillemets à la mode, et on est vraiment à un croisement technologique. Cédric, je crois que même ça arrive du côté obscur de la force, à savoir si Microsoft. C'est même un vieux... Moi, j'ai des vieux souvenirs. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment des vieillards. De Bill Gates qui disait, vous allez voir, dans Windows 98, et il y aura un système de reconnaissance vocale complet. Vous contrôlerez votre PC. Pourquoi tu prends la voix de Guy Lux pour dire ça? Je ne sais pas. Bonsoir. Mais tout ça avec des mots magiques comme redémarre.
Reboot. C'est Elle est moche. pas mal, celle-là. Et en plus, moi j'avais rencontré à l'époque des gens qui travaillaient chez Microsoft, qui développaient Windows 98, qui disaient attendez, mais ouais, on est en train de développer un putain de moteur de commande vocale, etc. Ça existe aujourd'hui, c'est juste que les gens l'utilisent pas. Mais parce que finalement, le paradigme clavier-souris, ça marche pas mal dans l'ensemble, et puis le tactile est arrivé entre temps, etc. Mais oui, mais enfin de tous les côtés obscurs, ça existe sous Android, ça existe partout. Attention, ça arrive. c'est des choses différentes, hein, parce que la commande vocale sur Apple Fanny Bouton mobile, ça n'importe qui peut le faire. Mon Nokia d'il y a 5 ans, il le faisait. La dictée, bah oui. Mon Samsung, il y a 8 ans, le faisait. Il le faisait même remarquablement. Ah ouais. Et ben voilà, tu vois, c'est tout sauf nouveau. Mais les Samsung sont bannis de ce podcast. la dictée vocale au long cours, ça c'est un truc beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui ça marche. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça Siri. C'est le côté des mots qui fait rire. Ce qui est important dans Siri, c'est l'intégration de toutes les infos que tu peux avoir dans les autres applications de ton iPhone. Alors pour l'instant, c'est limité à Yelp, à la météo, à quelques trucs comme ça. Et puis la richesse des informations qu'il va pouvoir te délivrer. C'est ça que tu demandes à un assistant. Si tu as un assistant, un vrai, tu vois une personne au téléphone, tu lui dis pas ouais c'est génial, tu comprends ma langue. Non, ça on s'en fout. Si tu veux, le truc c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir me donner comme info et faire prendre. On peut lui parler comme on parle normalement. Normalement, on est censé pouvoir dire une phrase tout à fait commune. C'est plus l'assistance, c'est de l'assistance. C'est plus de la synthèse, par exemple, c'est de l'assistance vocale. C'est bien ça. Exactement. Alors, comment ça marche concrètement, Romain? C'est un système qui est évidemment pas dans l'iPhone, qui est hébergé sur les serveurs d'Apple. Tout à fait. D'ailleurs, Apple l'explique clairement dans leur contrat de licence, par exemple. En fin de compte, ils disent que toutes les données qu'on enregistre, qui sont traitées par Siri, en fait, sont envoyées à Apple et sont retournées d'une façon, on va dire, pré-traitée. Ce qui est compréhensible, dire que quand on regarde les logiciels qui nécessite existent, une connexion réseau. Voilà, dire que déjà, ça marche pas. exemple, si j'ai pas de 3G ou pas de Wi-Fi, au revoir Siri. Et ça se comprend aussi, dire que quand on sait un petit peu, quand on s'intéresse un petit peu au logiciel de reconnaissance vocale, on sait que derrière il faut forcément un gros corpus, qu'il faut une grosse puissance de calcul. Donc en fin de compte, il n'y a pas tellement de surprises dans le choix qu'Apple a fait. Et donc, ce qui veut dire, si je comprends bien, et si on en suit bien l'actualité sur Internet de ces dernières semaines, donc c'est pas lié au matériel, donc ça veut dire que Siri est installable sur d'autres téléphones et sur d'autres iPhones en particulier. On a vu que de génial bidouilleurs ont réussi à l'installer sur notamment l'iPhone 3GS. Donc là, c'est une vraie volonté, Monsieur X, d'imposer Siri sur l'iPhone 4S, en clair, en faire un argument de vente, ce qui n'est pas vraiment nouveau chez Apple. Eh ben, écoute, ça a l'air un petit peu petit bras comme stratégie ou comme tactique, mais à bien y repenser, oui, je vois que ça. Siri est le différenciateur. Siri est le différenciateur du 4S en attendant le 5. Donc on le met sur le 4S, la pub est centrée là-dessus, je pense que ça corrobore cette idée-là. Et on y va, en avant, on pousse Siri, alors qu'a priori, maintenant on le sait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas correctement, au moins sur un iPhone 4. Après, il ne faut pas oublier que le plus rapide le téléphone, le mieux adapté ce type de technologie, parce qu'il y a toujours besoin d'un processeur qui va rapidement, une capacité de calcul qui est rapide aussi, pour pouvoir, en multitâche, intercepter une commande Siri, la traiter, continuer à faire autre chose. Mais ce n'est pas suffisant pour dire... techniquement, Siri ne peut être mis à disposition que sur le 4S. Oui, ça doit être un choix commercial, même si ça paraît étrange. C'est pas nouveau chez Apple, Monsieur X. Non, c'est pas nouveau, mais ça paraît étrange parce que je pense que ça aurait pu faire du bien à Apple sur le marché de l'iPhone en général. Parce qu'il continue à vendre beaucoup de 4, moins cher, et de 3GS quasiment donné avec un abonnement. Voilà, mais je pense que ça viendra assez rapidement. La question leur a été posée, alors j'aimerais bien retrouver la source. Quelqu'un leur a posé directement la question en disant mais attendez, est-ce que ça va finir par arriver au moins sur l'iPhone 4 ? No way. Et la réponse a été no way, enfin je veux dire vraiment pas. Donc non, on pensait que ça en prenait le chemin et que voilà, il y avait une espèce de bonus pour le lancement du 4S, en disant voilà, allez, on va le trouver là et puis après il y aura bien une petite mise à jour. Apparemment pas. Mais dans l'historique de ce qui s'est passé chez Apple l'année passée, finalement, c'est assez logique.
Si l'iPhone 5 qui devait sortir n'est pas sorti et qu'il a fallu sortir l'iPhone 4S qui devait être le modèle d'entrée de gamme et que tout à coup est devenu le haut de gamme, il fallait bien lui trouver un bonus. Le bonus, c'est Siri. Oui, et quelque part, surtout si l'iPhone 5 devait sortir et qu'il a été retardé, il fallait quand même faire un petit peu de diversion et trouver une valeur ajoutée. En fait, si on réfléchit bien, si l'iPhone 5 était sorti, on aurait Siri sur iPhone 4 aujourd'hui. Oui, avec les si, on pourrait refaire le monde, mais c'est vrai que il fallait trouver une forte valeur ajoutée à l'iPhone. Donc entre ce que disait tout à l'heure, la version pas vraiment finie, du moins en France, de Siri, le fait qu'il soit disponible que sur le 4S, il est évident qu'Apple a voulu vraiment valoriser son modèle parce qu'esthétiquement, il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ancien. Moi, j'aurais volontiers rajouté quelque chose. Je trouve que c'est un petit peu dommage en fin de compte parce qu'effectivement, de l'extérieur, l'iPhone 4S et un iPhone 4, c'est quasiment exactement les mêmes. On les met. Apple a énormément mis en avant Siri, mais effectivement, moi, très sincèrement, j'aimais déjà beaucoup l'iPhone 4. Je trouve que c'était un très bon combiné qui me rendait tous les services dont j'avais besoin. Et en fin de compte, j'aime vraiment l'iPhone 4S. C'est-à-dire qu'ils ont, plutôt que de se dire, on va repartir un design depuis zéro, on va tout remettre sur le tapis, il est un petit peu plus rapide, il a un meilleur appareil photo, globalement, tout marche soit aussi bien, soit mieux. En fait, j'aime bien ce téléphone. Je pense que pas mal de gens ont été un petit peu déçus qu'il n'y ait pas un iPhone 5. Moi, personnellement, en tant qu'utilisateur, au final, au jour le jour, en fait, je suis assez satisfait. Je trouve que c'est un bon produit. Et effectivement, il y a Siri en plus. C'est un truc utile. C'est toujours une feature qui est bonne à prendre. Ça ne mange pas de temps, on va dire. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir mis vraiment le focus que sur Siri. Parce que l'un dans l'autre, c'est un bon combiné et c'est pas non plus que Siri. Pour te vendre un iPhone 4S, si tu avais déjà un iPhone 4, qu'est-ce qu'il fallait te dire d'autre, quoi ? On a compris que dans l'ensemble, tu étais déjà un très très bon client. Non, mais si, regarde, l'appareil photo 8 mégapixels avec la caméra, c'est quand même déjà un plus. Ça se ressent quand même bien. Ouais. Et le fait que ce soit un biprocesseur et qu'il soit plus rapide, qu'il tourne un peu mieux. Après, il y a les problèmes d'autonomie. Après, je sais pas si leur cible, c'est vraiment de renouveler les iPhone 4, parce que quelqu'un qui vient d'acheter un iPhone 4, il a un téléphone qui est tout neuf, qui est quasiment dernier cri. Je sais pas, en vrai, j'en sais rien, mais si leur cible, c'est de conquérir des gens qui ont soit un 3GS ou un truc plus vieux ou un autre téléphone, je pense que faire la pub de l'iPhone 4S uniquement sur Siri, c'est un petit peu réducteur à mon sens. On sait qu'Apple a l'ambition quand même autour de Siri. On parle d'une somme importante quand même pour le rachat de Siri. C'est de l'ordre de 200 millions de dollars. C'est les chiffres qui ont circulé. Je ne sais pas s'ils sont vrais en tout cas. Attention, parce que regarde, 1, 2, 3, atchoum, Apple vient de gagner 200 millions de dollars. Oui, voilà. On parlait en préambule tout à l'heure que en plus ça a embarqué une technologie d'une autre marque. Donc, je ne sais pas combien ça a coûté la nuance freudien. La licence de nuance. Donc, véritablement, il y a l'ambition, il y a des développements. Voilà, ça ne va pas s'arrêter là, Romain. Qu'est-ce qu'on peut dessiner ensemble par rapport à ce que tu as découvert, ce que vous avez découvert à Applidium, en décryptant un petit peu en décryptant Siri, comme vous l'aviez fait Applidium, c'est un studio de développement, c'est bien ça. On n'en a pas présenté, Romain. En fait, nous, on conçoit et on développe et on design des applications mobiles, donc sur iPhone beaucoup, sur iPad aussi énormément, beaucoup aussi sur Android, et après, sur d'autres plateformes, BlackBerry, Windows Phone, ça reste, on va dire, exceptionnel. Qu'est-ce qui t'a vraiment étonné? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quelle est la découverte la plus intéressante que vous avez faite concrètement très sincèrement, lors de vos recherches? On n'a pas eu de surprise en fin de compte. On a publié un papier en expliquant comment ça marchait, mais il n'y a rien de vraiment surprenant. Ce que je pense qui est intéressant, c'est les applications qui ont pu être faites autour de ça. Moi, j'en retiens. Les usages. Ouais, exactement. Moi, j'en retiens une qui est assez rigolote. Donc, il y a un hacker sur Internet qui a utilisé les travaux qu'on a publiés pour mettre au point une extension de Siri qui permet de contrôler, par exemple, son thermostat. Chez lui, il a tout un équipement de domotique et donc il va dire à Siri bonjour Siri, est-ce que tu peux me chauffer on le voit en vidéo dans la c'est assez sympa. Est-ce que tu peux me chauffer mon living room? Je vais rentrer chez moi dans 5 minutes et hop, ça change la température. Je pense que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça reste un hack, ça reste une démo, mais ça donne peut-être un bon aperçu de là où Apple peut envisager amener Siri. C'est-à-dire que je pense que le monde des objets connectés, on en parle, c'est dans l'air du temps, et effectivement, ça peut être assez sympathique. Pour le novice, ça révolutionne l'interface. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à manipuler des interfaces compliquées, dire bonjour Siri, est-ce que tu peux mettre en marche
mon lave-vaisselle, ou bonjour Siri, je sais pas, est-ce qu'il reste de l'eau chaude pour que je prenne ma douche, ou n'importe quoi, ou bonjour Siri, ouvre les volets parce que voilà, pour les plantes, ou j'en sais rien, arrose le ficus. C'est assez rigolo quand même. Donc en clair, aujourd'hui, on pourrait, à terme, à bien comprendre ce que tu décris, l'iPhone via Siri pourrait devenir une sorte de super télécommande vocale pour piloter plein de choses à la maison. C'est bien ça, Oui, en fin de compte, tout à fait. Une autre matérialisation d'un vieux rêve de geek, c'est la domotique, c'est bien ça. Voilà, ouais, c'est un exemple, effectivement. Je pense que ça s'y prête assez bien parce que, alors que ça soit de façon vocale ou pas, là, le débat est complètement entier, mais l'iPhone, je pense que ça se prête très bien à être une télécommande, notamment de sa maison, parce que c'est par définition un appareil qu'on a souvent sur soi, tout le temps idéalement, je pense. Et du coup, ça peut rendre vraiment service pour le coup. Est-ce que ça va pas être aussi peut-être pour le futur une télécommande pour leur Apple TV, justement, des choses comme ça? On en a déjà parlé, effectivement. Oui, ça me semblerait d'une logique absolument éminente. C'est d'ailleurs le seul moyen possible que je vois avec lequel Apple peut améliorer la télécommande de la télévision. Ouais, c'est-à-dire rendre l'interface plus... Mais les engueulades vont être sympathiques dans le salon, parce que là, si tout le monde se met à dire TF1, mais non, la une, non, la deux. La 2. Mais non, mais nous avons déjà évoqué ce problème. Il suffit de livrer le téléviseur avec une télécommande qui sera aussi une espèce de petit terminal Siri, ce qui veut dire que c'est quand même celui qui a la télécommande dans la main qui pourra commander. Bon, et évidemment, c'est vrai qu'il est là, le terminal. Va pas chercher ta petite télécommande. Mais non, mais chouchou, on ne va pas te vendre un iPhone pour te vendre une télé. Nous avons déjà. Non, mais tu l'auras déjà l'iPhone. Mais ils vont peut-être quand même réussir à faire ce que Siri entende de loin. On va peut-être pas être obligé de parler tout le temps dans un objet super près. Non? Ah oui, mais non, parce que s'il entend de loin, il peut entendre plusieurs personnes. Ça va être sympa. Ça permet Fanny, toi qui as plusieurs enfants, tu sais bien. Oui. Imagine la commande à la voix. Vous allez pouvoir tester ça dès cette semaine parce que. Oui. Ah, ça, il va en parler. Ah bah oui, un mot, parce que le communiqué est tombé hier, j'ai pourtant tendu la perche tout à l'heure. Mais j'ai pas fait attention. Sur la Xbox, si vous avez une Xbox et Kinect, ça y est, les commandes vocales arrivent pour le contenu de divertissement en français, donc vous allez pouvoir dire donc Kinect, c'est la tendance, Kinect, lecture. Ouais, bien sûr. On pouvait déjà, avec l'interface, passer d'un contenu à un autre, lancer le DVD, etc. Là, tout à coup, on pourra faire de la commande vocale. C'est assez cool. Et là aussi, on est dans une espèce de vieille réalisation d'un rêve. Et c'est bête à dire, mais je l'ai fait sur des trucs, sur des DVD, sur machin. C'est quand même extraordinaire juste de s'asseoir dans son canapé sans avoir besoin de se dire elle est où cette putain de télécommande et juste ça marche. Voilà. C'est pas mal du tout. Moi, je l'ai aussi essayé. C'est juste, il y a des petites blagues comme ça encore sur la reconnaissance vocale. Par exemple, quand on est en français, ici, sur le film Drive, par exemple, il faut lui dire mais moi, le film Drive, donc bon, ça, c'est encore des choses à améliorer, mais sinon, ça marche quand même très, très bien. J'avoue que j'ai été assez bluffée. Romain, pardon, pour revenir à Siri, tu disais tout à l'heure, donc aujourd'hui, c'est du bidouillage, le fait de pouvoir réussir à faire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Apple n'a pas encore prévu d'outils de développement et d'ouvrir sa technologie à l'ensemble de son écosystème. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun SDK autour de Siri. C'est dommage, nous en tant que développeurs, plus il y a de SDK, plus on s'amuse, on va dire. Mais non, pour l'instant, c'est vraiment une bêta, c'est une application, une stratégie assez habituelle d'Apple, dire que quand ils ont sorti l'iPhone, il n'y avait pas de SDK dès le premier jour. Sachant que, après c'est mon interprétation personnelle, mais l'iPhone V1 était pas une bêta, c'était déjà un produit bien fini. Siri en français du moins, je pense que mérite mieux son nom de bêta. À mon avis, ça me paraît tout à fait logique qu'ils continuent à améliorer leurs produits et qu'ils regardent un petit peu les usages, les envies des gens, ce qui se dit sûrement sur Internet, et que si le besoin s'en fait sentir, ils ouvrent un SDK. Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté aussi de monétiser ce SDK? C'est-à-dire, ce ne serait pas un SDK, c'est-à-dire, ce ne serait pas simplement des nouvelles fonctionnalités qui seraient ouvertes aux développeurs, mais carrément un programme de licence à l'image de celui du Made for iPod, où une série de marques, par exemple d'électroménager, de domotique, pourrait reprendre la licence Siri pour être pilotée de l'iPhone. Est-ce que c'est envisageable ou c'est de la science-fiction, messieurs, dames? C'est intéressant, mais encore une fois, ça n'a d'intérêt que si c'est cross-platform.
Il y a quelques iPhones en circulation. Oui, non, bien sûr, mais si tu veux, tu peux pas baser, par exemple, imagine que on se la joue au hasard. Allez, je suis LG, je fais des climatiseurs et des lave-linges. Ouais. C'est merveilleux et c'est le genre de truc qu'on a envie de pouvoir commander à distance. C'est huge, surtout le climatiseur. Je dis ça parce que LG est numéro 1 mondial de la clim. Mais si je me dis je vais sortir un nouveau climatiseur, les gens vont être fous de joie, ils vont pouvoir le commander à la voix sur leur téléphone. Si mon marché tout à coup il est limité aux possesseurs d'iPhone, même s'il y en a énormément, c'est une fonction en plus, c'est tout. Ah mais c'est pas une fonction en plus parce que c'est quand même une fonction majeure. Non mais c'est quand même une fonction. Tu rigoles ou quoi? Il suffit qu'il soit connecté. Il y a quoi comme téléphone qui saurait pas faire ça aujourd'hui? Je sais pas. C'est quoi l'avantage de Siri par rapport au système d'Android alors, Cédric, concrètement? Alors, parlons-en. C'est parce qu'ils ont fait plus de bruit dessus. D'accord, il n'y a aucune différence. Non, si, l'intégration des autres apps et tout ça. Non, bien sûr. Ouais. Il y a le potentiel d'un écosystème, mais pour la réalisation de tout ça, il faut quand même... c'est tout comme... tu vois, il y a plus d'utilisateurs sur Skype que sur FaceTime, il y a des raisons à cela. C'est moins qu'on puisse dire. Je me tourne vers le monstre du marketing, à savoir Monsieur X. Oui. Il y a déjà eu des tentatives, souviens-toi, tu étais chez Apple et je te côtoyais déjà de loin, des tentatives de licencier ou du moins d'amener d'autres constructeurs à participer à des technologies. Il y avait Rendez-vous qui est devenu Bonjour, etc. Tu y crois, toi, à ce scénario pour toi, ou c'est vraiment encore un rêve de geek mouillé que je suis en train de me faire, Monsieur X? D'abord, je sais pas ce que c'est qu'un rêve de geek mouillé, mais passons. Tu te réveilles le matin. Alors, ce qui penche en faveur d'un futur où Siri serait dans un SDK, mais aussi en quelque sorte vendu sous forme d'une licence payante, c'est ce qu'Apple effectivement a fait avec le programme iPod puis iPhone, qui oblige tout constructeur de périphériques qui se connecte physiquement à un iPhone ou un iPod à payer une licence qui est de l'ordre de plus de 10%. Voilà, donc Apple sait faire, et puis Apple a prouvé que c'était une bonne source de revenus. Puis ça leur permet aussi de continuer à contrôler l'écosystème, d'avoir le bon niveau de qualité. Donc ça penche vraiment en faveur de cette hypothèse. Ce qui penche moins en faveur de cette hypothèse, c'est que là on parle de logiciel avec Siri, et qu'on a des exemples exactement dans le même domaine, tu le citais, qui est Bonjour, donc cette capacité déjà à connecter les périphériques ou des appareils ensemble. Bonjour avait vraiment cette ambition-là, donc la capacité à connecter une chaîne Hi-Fi à son iPod et pouvoir lier les deux. On a vu des keynotes où le patron de Philips, Consumer Electronics, montait sur scène et annonçait que tous les appareils Philips embarqueraient du réseau Bonjour. Aujourd'hui, hormis installer un logiciel et faire communiquer son PC et son Mac à peu près correctement, ça il a fallu attendre 10 ans, Monsieur X. Ça n'a pas vraiment marché. Pourquoi? Je pense vraisemblablement parce que les conditions qu'imposait Apple à l'époque étaient trop restrictives, et puis Apple n'avait pas l'aura et la part de marché qu'Apple a aujourd'hui. Alors maintenant, je pense qu'Apple sera aussi restrictif s'il propose ça à des constructeurs, je sais pas, de domotique, de chaîne Hi-Fi, de produits bruns. Mais Apple est vraiment à un tel prestige que les constructeurs suivront. Donc je pense que s'ils veulent le faire, ils sont dans la bonne configuration, même si, comme à leur habitude, entre guillemets, ils assassinent leurs futurs partenaires en leur demandant des royalties monstrueuses. Ils sont en position de force, c'est vraiment ça le encore truc. Une fois, qui connaît le succès le système sans fil de diffusion de vidéo et d'audio. Maintenant, est-ce que ça a un intérêt? Moi, j'ai du mal à m'imaginer comme Cédric de commander mon climatiseur à la voix. Ta voiture. Ouais, parce que ça me paraît tellement difficile à mettre au point avec les bruits ambiants, etc. Une fois de plus, moi je suis systématiquement obligé de couper ma radio, même si elle est faible, dans ma voiture quand je veux utiliser Siri. Donc, dans une ambiance sonore normale, ça me paraît un petit peu, à ce stade, illusoire. Mais c'est une question de trade-off. Je reprends l'exemple de LG qui fait des millions de climatiseurs. Si demain LG se dit on va faire un truc qui va permettre de commander par internet, par machin sur son mobile, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire Siri, ou est-ce qu'ils vont faire une appli iPhone et puis une appli Android et une Windows Mobile? Pourquoi pas? Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt le plan B. Voilà.
Ça se tient, mais enfin, on aura la réponse. En tout cas, c'est pas pour demain, Romain, qu'on va voir donc les premières applications qui utiliseront donc Siri, malheureusement. Le simple fait de pouvoir piloter son GPS dans la voiture avec son téléphone, on ne pourra pas la voir, à moins d'utiliser juste le mode de dictée vocale. Hein, c'est bien ça. En fait, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. J'ai pas eu le temps de répondre à la première question qui a été posée au début. En fait, Siri, je m'en sers pas mal. Je m'en sers surtout simplement pour la dicter dans des applis tierces. C'est-à-dire que je veux écrire un mail, je vais plutôt facilement commencer. En fait, par exemple, je vais vouloir répondre à un mail, donc je consulte un email dans l'appli mail, et pour taper ma réponse, plutôt que d'utiliser le clavier, parce que par exemple je suis en train de marcher dans la rue, hop, j'appuie sur le petit bouton dictée et je m'en sers comme d'une dictée. Et très honnêtement, après j'ai pas une énorme expérience, j'ai pas testé tous les logiciels de dictée qui existent au monde, mais j'ai été vraiment bluffé, c'est-à-dire que j'avais eu l'occasion d'en tester quelques-uns auparavant plutôt, et alors, dans certains cas, il fallait enregistrer sa voix, enregistrer des phrases pré-câblées, on va dire, pour faire apprendre au logiciel comment est-ce qu'on énonçait les mots. Et là, sur Siri, franchement, j'ai été assez bluffé. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, hop, je lui dicte un long pâté de texte, et globalement, sur 2 paragraphes, il va faire 2 ou 3 fautes. Objectivement, je trouve que ça marche assez bien, et ça me rend ce service-là. Après, l'assistant en tant que tel, à proprement parler, je pense qu'en français, il n'est pas encore suffisamment performant pour bien marcher. C'est moins qu'on puisse dire. Ouais, mais moi, j'étais vraiment déçu par le mode français. Mais après, bon, ça va s'améliorer. Puis ça rend service. Il y a un moment sur l'App Store, il y avait, j'ai envie de dire, presque tous les jours, une nouvelle appli de je tape en marchant qui était dans le top 5. Là, pour le coup, oui, je tape vraiment en marchant et sans regarder mon téléphone. C'est-à-dire que je lance l'appli sur laquelle je veux entrer du texte, hop, je dicte tranquillement, je marche dans la rue, je profite du paysage et ça marche bien. Donc ça, c'est vraiment sympa. L'enjeu, pour conclure ce soir et de passer aux questions Twitter parce qu'elles sont nombreuses, l'enjeu, c'est d'imposer peut-être l'usage de la dictée vocale au sein du grand public, comme Apple a pu le faire en son temps avec l'écran tactile. L'enjeu, c'est, est-ce que les gens vont vraiment accrocher, vont vraiment utiliser ce nouvel usage de leur téléphone, plutôt que de taper et directement parler à son iPhone. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question dans quelles circonstances on peut être amené à parler à son iPhone. Dans la rue, avec le bruit, c'est un peu bizarre de parler tout seul à son iPhone, ou dans les transports en commun, c'est pas évident. L'enjeu, il est peut-être là, messieurs, dames. Oui, mais en même temps, justement, là, en ce moment dans la rue, quand tu as tes gants et que tu n'as pas des gants tactiles, c'est super pratique de faire appel maman. Tu vois, voilà. Et ça marche pas bien. Bon, je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de remplacement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, ça fait des années qu'on sert de téléphone mobile sans reconnaissance vocale. C'est pas indispensable, mais à mon sens, ça répond vraiment à un besoin. C'est-à-dire que il y a des cas où vraiment ça m'est utile. Moi, je pense que le développement de l'usage va passer par un truc tout simple. C'est qu'aujourd'hui, quand je veux utiliser Siri, Fanny le disait à l'instant, elle a ses gants, donc elle appuie sur le bouton Siri. On l'a tous dit. Naturellement, on dit j'appuie sur le bouton Siri qui me permet de déclencher le truc et après je parle. Moi, je pense que ça marchera le jour où ils vont supprimer cette étape. C'est-à-dire qu'il y aura le bouton. Il y aura un mot magique qui sera Siri, par exemple. Et là, à ce moment-là, on passe en mode Siri. Ce qui évite même d'y toucher. Et là, on peut imaginer, je suis dans ma douche, mon iPhone est posé sur le lavabo, et là, je lui dis, lance la radio, mets-moi France Info. Et j'ai pas à ressortir, à appuyer sur le truc, à me mettre en face. Quand on arrivera à ça, c'est-à-dire se passer d'un bouton physique pour lui dire alors maintenant écoute-moi bien, je vais te parler, et qu'on sera capable de gérer le bruit ambiant, peut-être pas au milieu d'un concert, mais au moins le bruit ambiant d'une pièce, là ça peut exploser. Parce que depuis belle lurette, tout ce qui sera intelligence donnée par la base Wolfram, etc., aura été réglé. Mais c'est sans intervention humaine que ça doit marcher, c'est-à-dire sans avoir à appuyer avec son doigt sur le téléphone, qu'on verra l'usage exploser. En tous les cas, moi je le sens comme ça. Et ce jour-là, Monsieur X, notre vieux fantasme de geek deviendra réalité. Bon, on va suivre le dossier dans Refait le Mac. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que le chantier, il est loin d'être terminé. C'est le moins qu'on puisse dire. On passe aux questions Twitter. On refait le Mac. Alors, la question Twitter, on va commencer par Johan Ferré. Pour plus d'efficacité, n'aurait-il pas fallu installer Siri près d'une forêt ? Bon, d'accord. Je sors. C'est une vraie question. Désolé, j'ai eu un délai là, genre, quoi ça ? Oui, c'est une vraie question.
Mais bon, voilà. Et une question peut-être pour Cédric, une question de FoxCity78. Google peut-il rivaliser avec Siri? Et c'est un programme qu'un autre fabricant peut créer, égaliser et dépasser, j'imagine, dans un laps de temps rapide. À ton avis, Cédric? Sur la reconnaissance vocale, oui, parce qu'il suffit de prendre la même licence chez Nuance, donc ça c'est facile. Après, la seule chose qui pourrait être faite mieux et plus vite et machin, c'est d'en faire un système plus ouvert. C'est-à-dire tout à coup que des gens comme Applidium, par exemple, puissent y interfacer n'importe quelle appli avec une API, tu vois le côté etc. négatif. Mais aujourd'hui, on sait que, enfin, en tout cas, si on se posait la question si effectivement c'était encore une version bêta, s'il y avait du nuance à l'intérieur, pourquoi au début de l'émission ils avaient racheté pour près de 200 millions de dollars, si le chiffre est exact, Siri. Une chose est sûre, c'est qu'Apple avait vraiment pris du retard en matière de reconnaissance vocale par rapport à Google, car depuis Android, depuis très longtemps, Google avait introduit dans Android un système de reconnaissance vocale qui marchait beaucoup mieux que sur l'iPhone. De reconnaissance et de commande vocale surtout. Les codes commandes, voilà. Ouais, de commande vocale. Ouais. Ouais, mais qu'on n'utilisait pas quand même, donc si tu veux, c'était... voilà. Mais non, mais on devrait peut-être. Mais petite parenthèse, tu sais qui c'est qui est en charge de la reconnaissance vocale, des projets de reconnaissance vocale chez Google? Nope. C'est un ancien cofondateur de Nuance. Voilà, donc comme quoi, tu vois, voilà, c'est toujours les mêmes qui interviennent. Oui, mais oui, non, c'est normal, mais là encore, c'est des trucs dont l'usage naît de la douleur. C'est-à-dire, si t'en as marre de t'emmerder, enfin voilà, moi qui suis comme toi, ah non, c'est vrai, t'es automobiliste maintenant, toi. Moi qui passe ma vie sur le périphérique en scooter et qui peste contre les mecs qui ont le téléphone à la main et qui se rend pas compte qu'ils sont en train de dévier sur la... Enfin, tout ça, voilà. Il ne tient qu'à toi à faire des enfants, Cédric, hein. Pardon, mais alors, j'ai une place... excusez-moi, pardon. On enchaîne. Nous aurons cette discussion plus tard. Et je ne savais pas que j'avais besoin de ton imprimatur. Non, mais pour avoir une voiture. Ah, pour une voiture. Mais j'ai une voiture, mais je l'utilise pas. À vendre, Skoda, Octavia. Bon. Mais non, voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que ces gens aient les deux mains sur le volant et les yeux sur la route et qu'ils fassent de la commande vocale. Donc l'usage de ce type de technologie, elle naît d'un vrai besoin. On le fait pas juste parce que ça marche ou parce que c'est rigolo. Ça, on le fait une ou deux fois et après on arrête. Mais j'imagine que, par exemple, aux États-Unis, les gens qui passent 3 heures par jour au moins dans leur voiture pour aller et revenir du boulot, la commande vocale, même le fait de pouvoir se faire lire ses mails, c'est un truc vachement intéressant. Donc ça existe un peu partout. Mais c'est encore très limité par l'usage et c'est pour ça que je partais sur un truc un peu, pas utopique, mais dire comment est-ce qu'on peut faire mieux. Le seul truc qu'on ferait mieux, c'est un truc qui s'interface avec les autres applications de ton téléphone, comme Siri le fait aujourd'hui, mais de manière, on va dire, très, très limitée. Dernière question auquel pourrait répondre certainement Romain, mais je n'arrive pas à retrouver la question, donc je vais la citer de mémoire et l'auteur me pardonnera. La question était concernant la confidentialité. Romain, est-ce qu'il y a un risque, parce que effectivement les requêtes personnelles vont jusqu'à Apple, c'était déjà une question qu'on se pose souvent au sujet de Google. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque quant à la protection de la vie privée par rapport à Siri? Alors, moi j'ai deux choses à répondre. La première, c'est que à l'heure actuelle, ce que vous écrivez, ça va chez Google. Ce que vous pensez, ça va chez Twitter. Ce que vous photographiez, ça va chez Facebook. Dorénavant, ce que vous dites, ça ira chez Apple. Et on va dire un petit peu plus, un petit peu moins. C'est pas vraiment un drame. Et le deuxième élément de réponse, c'est que de toute façon, en tant que consommateur averti, tous les acheteurs d'iPhone 4S ont bien entendu pris le temps de lire le petit contrat écrit en police 4 de 800 pages qui va avec leur iPhone 4S et qui dit que Apple et toutes ses filiales se réservent le droit d'enregistrer à des fins statistiques ou d'amélioration tout ce qui est dit. Donc la seule vraie question, c'est est-ce que toi tu as bien lu ton contrat de développeur? Enfin, voilà. Pour conclure, Cédric. Non, rien. Moi, j'avais une question de Cédric de Paris pour Romain d'Applidium. Moi, la dernière appli d'Applidium que j'ai adorée, c'est VLC, mais ça n'existe plus. Écoutez, on y travaille quotidiennement, j'ai envie de dire, avec les gens de l'association Vidéolan, qu'en fin de compte, on connaît très bien et avec qui on s'entend parfaitement. L'histoire elle est un petit peu compliquée à résumer en quelques mots. Je pense sombre histoire d'open source, comme voilà, souvent. Globalement, c'était une histoire de paroisse, on va dire, des gens qui voyaient d'un mauvais œil l'arrivée, on va dire, du logiciel phare de l'open source sur une plateforme qu'ils considèrent comme fermée. Donc c'est une histoire de iOS, comment est-ce qu'on interprète les licences de l'App Store, comment est-ce qu'on interprète la licence, en l'occurrence la licence GPL v2.
On essaie de trouver des solutions. Je ne veux pas m'avancer plus que ça, mais très sincèrement, ça avance. On espère ressortir le logiciel qui avait été pas mal utilisé. Les gens l'aimaient beaucoup. Ah ouais. Moi, j'étais grand fan de VLC sur iPhone et sur iPad. Et oui, ça marchait bien. Après, synchronisait tous mes DivX. Je pense aussi que globalement, alors après c'est une interprétation personnelle, mais de la part d'Apple. Globalement, les gens du libre sont des emmerdeurs. Mais disons-le, je veux dire, moi je les connais bien, j'y ai beaucoup d'amis. Mais moi aussi. Non, pardon. Non, mais en fin de compte, c'est une. Ça va bien troller sur Clubic. C'est une question d'idéologie. En pratique, il y a au sens propre, des millions de gens qui ont été privés de l'appli pour des questions idéologiques. Bon, après. Ça se comprend aussi, je peux comprendre la décision. Surtout Guillaume qu'elle est disponible sur macOS, donc pour un utilisateur lambda comme moi, je comprends pas pourquoi elle est disponible toujours sur macOS. Sur Windows, qui est aussi un système fermé, il est simplement dominant, et pas sur oui, mais il n'y a pas de process de validation, monsieur. C'est peut-être ça qui heurte. Oui, je sais bien. Puis il y a l'histoire le fait que sur macOS et sur Windows, par exemple, tu peux compiler ton appli tout seul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu peux compiler, installer, lancer. Et on ne va pas te dire, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. C'est ça doit être assez, effectivement... Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas VLC sur le Mac App Store. Et ça, les gens de l'équipe de Vidéolan sont très embêtés parce que justement, il y a d'autres lecteurs vidéo qui commencent à gagner des parts de marché au détriment de VLC, bien entendu. Et ça les embête, très sincèrement. Ils regrettent. Du coup, on n'est pas les seuls à essayer de trouver une solution. C'est-à-dire que les gens de l'équipe Vidéolan, ils font tout ce qu'ils peuvent pour, on va dire, détendre la situation, trouver une solution. Parce que c'est un petit peu bête pour eux et pour tout le monde, au final, de priver les utilisateurs de ce logiciel. Disclaimer d'abord, les mecs qui vont me tomber dessus en disant « Ouais, tu n'aimes pas l'open source », je vous emmerde, j'ai installé Linux sur disquette il y a 20 ans, donc vous n'allez pas me casser les pieds. Mais tu peux le dire différemment. Que nenni, Cédric. Mais ceci étant dit, ça me rappelle un peu Arlette Laguier qui ne voulait pas voter la taxe Tobin. Ceci est un cloud anti-stress. Non, mais je suis pas stressé, mais je sais d'expérience qu'on tombe vite dans des espèces de guerres de religion sur « je suis plus pur que toi ». Moi, ça me rappelle Arlette Laguier à qui on avait dit mais vous voteriez la taxe Tobin, c'est sur les mouvements financiers, etc. Et Arlette avait dit mais sûrement pas. Et on avait dit mais comment ça, pourquoi vous votez? Mais parce que ça voudrait dire valider l'idée que le capitalisme peut être réformé. Et ben voilà. Moi, je suis triste de voir que parfois dans l'open source, c'est un peu ça. C'est un peu des procès. On est un peu à la limite de la sorcellerie, mais version Monty Python sacré Graal. On passe à vos coups de cœur. Allez, messieurs, dames, vos coups de cœur, on commence par Romain. Alors moi, mon coup de cœur de la semaine, il date pas vraiment de la semaine, mais il date de l'actu récente. C'est l'intégration de Twitter dans l'iOS 5. Je pense que c'est vraiment la plus grosse révolution de l'iOS 5. On a parlé beaucoup d'iCloud, de plein de trucs. Révolution, n'ayons pas exagéré non plus, mais évolution, dirons-nous. Allez. Voilà. Et non, en vrai, c'est vraiment génial. Dire que d'un point de vue de développeur, c'est un plaisir à utiliser. Et d'un point de vue de l'utilisateur, c'est magique. C'est-à-dire que en littéralement un clic, hop, j'envoie du contenu sur Twitter. C'est super pratique. Moi, ça m'a fait redécouvrir Twitter. T'es trop un fanboy. Ouais, je veux dire. Mais c'est vrai. C'est bon. Mon coup de cœur de la semaine, c'est l'emballage du MacBook Air. C'est Steve Jobs, moi. Moi, c'est iOS 5, j'aime beaucoup. Non, mais c'est bon, tu vas l'avoir, tes validations d'application, t'inquiète pas, Romain. Non, mais en vrai, c'est vraiment... Monsieur coup de cœur, Monsieur X, ton coup de cœur cette semaine. Alors, mon coup de cœur. Alors, un coup de cœur complètement dans notre sujet de cet épisode. Allez voir un site que je trouve très très rigolo qui s'appelle Siri et moi. Donc, Siri, S-I-R-I, trait d'union E-E-T, trait d'union moi, M-O-I. C'est une personne qui a décidé qu'il allait poster sur ce site les captures d'écran de toutes les phrases qu'il a postées à Siri et dont les réponses lui semblent rigolotes et dont la devise est, pour le site... non, en français. Ah bon, il y a une version anglaise aussi. Bon. Et la devise du site est « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a la réponse de Siri ». Et c'est assez drôle. C'est toutes ses plus belles expériences sur Siri. Pour bien finir ce podcast, allez voir ça, c'est vraiment du bonheur. Et puis après, deux petites choses très rapidement. Non, c'est pas ça. Pour revenir sur le podcast de la semaine dernière, eh bien aujourd'hui officiellement, je me suis désabonné de Ping. Voilà, c'est une histoire finie. Et je finis sur un truc. Ouais, c'est triste. Il faudrait qu'on fasse une spéciale flop d'Apple. C'est quoi Ping en fait
Ah non, c'est moche. C'est Romain, moche, Romain. ta cote redescend auprès d'Apple d'un coup, là, méfie-toi. Ouais. Et puis je finis sur un truc qui est important pour moi. En ce moment, c'est la campagne de levée de fonds de Wikipédia. Vous allez sur la homepage de Wikipédia, vous cliquez sur la bannière, vous leur donnez 10 €. Vous devez bien utiliser Wikipédia une fois par jour. Ça leur permet de continuer à vivre et moi je les supporte. Faites-en autant, c'est une bonne action. Voilà, il a beau être un ogre du marketing, il a bon fond. Allez, Fanny, ton coup de cœur ce soir. Alors moi, c'est l'expo Game Story au Grand Palais. Que j'ai été visiter et qui est magnifique. Pour tout gamer qui se respecte, c'est vraiment, ça retrace tout des années 80 à nos jours, et de Pong à Space Invaders, Mario, Sonic, tous les épisodes. Et ils ont mis toutes les bornes et j'ai même pu voir une Vectrex en marche. J'ai vu le prix, j'ai voulu en acheter une à Tokyo il n'y a pas si longtemps et c'était hors de prix puisque ça coûte maintenant 800 € et il y en a une belle là qui est en fonction qu'on peut toucher. Regarde sur eBay. Hein. Ouais, regarde sur eBay, il y en a plein. Il y a si longtemps, ça valait quelques centaines d'euros, mais ça c'est fini. Monsieur Potato, en fonction, elle était à 200 € en panne et 800 € en marche. Et voilà. Donc, et là, on peut y toucher. Cédric. Voilà. J'ai un ami qui en a 3 si tu veux. Bon. J'en prends une. Tu veux une Vectrex? C'est ma première console. Attends. Beau. Mais voilà, donc vous pouvez aller voir tout ça. Moi, je vais emmener mes enfants parce que je trouve ça fabuleux de pouvoir faire cette rétrospective et de toucher aux consoles et de jouer. De même. Ouais, c'est ça qui est important, c'est que tu es au Grand Palais où normalement on te dit mon chéri, tu touches avec les yeux, tu vois. Et là non, tu peux toucher avec les mains, il y a 80 jeux, tous jouables, les consoles, les trucs et tout, c'est éclatant. Mais allez-y maintenant parce qu'à partir du 15 décembre, je crois ça va être couplé avec une autre exposition sur les arts forains, donc en gros, il y aura des manèges et les vacances vont arriver et là, je pense que vous ferez la queue 42 heures avant de rentrer. C'est déjà beaucoup de queue au jour d'aujourd'hui. Cédric, ton coup de cœur? 2 choses, évidemment, mais ça c'est pour faire rire les gens sur Twitter. Mon coup de cœur de la semaine aurait dû être la pub Samsung. Mais qui nous a tous fait rire, donc il faut bien qu'on la passe à un moment. Regardez-en un bout, mais c'est pas la peine de la passer in extenso. En gros, ça se passe devant un truc qui ressemble à un Apple Store, où des gens feraient la queue pour acheter, pourquoi pas un téléphone. Ils sont en train de se parler entre eux, en train de regarder les blogs en disant alors les specs, je sais pas, il paraît que la batterie elle est pas terrible. C'est de bonne guerre. Et évidemment, ils voient des gens qui passent, qui ont des téléphones à la main, et c'est des Galaxy S2, parce que le Galaxy S2 il arrive maintenant aux États-Unis, je vous dis, toujours, c'est un marché préhistorique, alors que chez nous il y a le Nexus, le Note et le reste. Et c'est très drôle. Et il y a 2 ou 3 répliques qui sont merveilleuses. Il y a le mec qui est dans la queue et qui dit non mais de toute façon moi je peux pas prendre un Samsung, moi je suis un mec créatif. Et l'autre tu dis attends, comment ça créatif, t'es serveur chez Starbucks. Et oh c'est bas. Voilà. Et sinon il y a une réplique qui est reprise de la parodie à la Hitler qui était sortie au moment de la sortie du 4S. Et la réplique est la même, ça dit mais comment est-ce que mes amis vont savoir que j'ai mis un nouveau téléphone s'il ressemble exactement à l'ancien. Enfin voilà, mais c'est gonflé. Il y a personne qui dit moi je peux pas avoir un téléphone en plastique. Hop, pardon. Ouais, non, mais c'est gonflé et ça signifie quand même un truc, et c'est que ça y est, les mecs ils ont laissé tomber les gants. Hein. Maintenant ça rigole plus. Pour moi c'est drôle. Du tout. Hein. Mon coup de cœur cette semaine, il vient de chez Xerox. Parce que c'est pas fini. Non, ça c'était pas mon coup de cœur, c'est le truc qui aurait pu être mon coup de cœur si j'avais vraiment, mais je suis pas employé par Samsung, moi pour l'instant j'aime bien le Galaxy S2, mais si l'iPhone 5 sort, je le prendrai, voilà. Attends juin. Peut-être, j'espère avant, parce que c'est pas possible. Non. Donc mon coup de cœur c'est Xerox. Non. Donc, oui. Mais oui, Xerox, parce que Xerox c'est des technologies de l'image, donc ils savent tout faire, les copieurs, les logiciels, etc. Et ils ont là mis sur le web une espèce de moteur de recherche sur la qualité esthétique des photos. Tu leur donnes des photos, tu donnes des photos à digérer au moteur, et il va te dire lesquelles sont les bonnes photos et lesquelles sont les mauvaises photos. Et il y a une démo en ligne qui est absolument sublime. Par exemple, prenons les portraits, par exemple. Et d'un côté, tu vas avoir des portraits où tu dis ah oui, objectivement, ce sont de jolis portraits réussis, et de l'autre côté, des portraits tout pourris, mal cadrés, avec une lumière pourrie, etc., etc. Non, moi, je suis absolument bluffé. Il te fait pareil sur les fleurs, sur les photos du ciel, sur des photos d'oiseaux ou de plages. En gros, c'est un moteur logiciel qui arrive à juger des qualités esthétiques d'une photo. C'est triste que Rodrigo n'ait pas été là, parce que lui... lui et son lait. Rodrigo, 5% de Flickr. Et, mais pas d'actionnariat, je veux dire. D'utilisation. Et voilà, c'est génial. Allez voir la démo. Ça fait rêver sur ce qu'on pourrait faire avec ça. C'est-à-dire que
tout à coup, c'est un truc qui peut être intégré à un moteur de recherche, 2 à des applications, imaginez Instagram qui vous ressortirait automatiquement les plus belles photos selon ce moteur de comparaison et tout. Non, c'est vachement bien. Et puis en plus, ça vient de chez Xerox qui donc n'est pas mort et ça aussi, ça fait renaît de ses cendres. Non, pas renaît, ils vont bien, mais ils sont juste moins visibles que d'autres. Sachant que si aujourd'hui on utilise des beaux Macintosh ou même les PC pour ceux qui utilisent des PC devant eux, on le doit un petit peu à Xerox et au Xerox Park notamment. Grave de... Moi, je suis toujours un fan de matos. Regardez ce que je viens de recevoir. C'est un petit peu lourd. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Alors, ceci est une poignée. Oh la vache. Voilà. C'est une docking station. Ah non, on dock rien du tout, messieurs, dames. On dacte rien. Regardez. Hop, hop, hop. C'est totalement vierge. C'est une vierge. Enceinte. C'est blanc, c'est noir, c'est blanc là-dessus. C'est une enceinte. C'est une pureté absolue. Ouais. C'est une enceinte AirPlay, c'est l'enceinte de Libraton, la Live. Oh. Bon, ça coûte un bras, hein. Ça vaut 699 €, mais ça pèse. 600, excusez-moi, come again, please. 699 €. Ouais, bah oui. En gros, c'est plus cher que le Zeppelin et tout. Hein. C'est pareil. Le même prix que le Zeppelin en AirPlay. Ouais, mais mais c'est danois. Il en faut 2 pour faire la stéréo ou... Non, c'est stéréo, mais tu n'as qu'une enceinte et tu la balades. Par contre, il faut une petite... Le problème, il n'y a pas de batterie. Hein. Il faut brancher sur le secteur. Voilà, donc je trouve... Non, mais c'est super bien fini. C'est un super son. C'est une nouvelle boîte qui s'appelle Libraton avec un designer que j'ai rencontré à l'IFA à Berlin et qui est assez génial. Et puis, c'est une marque européenne, donc voilà, on l'aide. Et ça nous fait plaisir. Bon, c'est un petit peu cher, mais il faut bien commencer la production en espérant que ça baissera. Libraton Live, 699 €. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à ce 81e épisode de Refait le Mac. On retrouve Cédric dès samedi dans plein écran. Il y a quoi au menu samedi, Cédric? Il y a ce qu'on a tourné à Tokyo la semaine dernière sur le salon du broadcast, Interbi, avec des choses merveilleuses pour faire de la télé. Il y a du très cher, il y a du très pas cher. Voilà. On retrouve Fanny sur son blog fannysparty.com tous les jours. Hein, Fanny, c'est bien ça? Presque tous les jours, ouais. Et Monsieur X, vous le retrouvez dans sa cuisine chaque semaine dans Refait le Mac. Et on espère retrouver VLC et Dapplidium très vite. Et Romain, quand il veut, tu viens nous embêter à Refait le Mac. Ce fut un plaisir. Très volontiers. Et puis si Apple t'embête, n'hésite pas à nous le dire. Hein, on essaiera d'arranger les choses. Voilà, messieurs, à la semaine prochaine. Au revoir.